Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du droit et devoir des parents. Alors, il est vrai que c'est un sujet assez intéressant dans notre société aujourd'hui où malheureusement les enfants respectent de moins en moins les parents. Mais il faut savoir avant tout qu'il y a quand même un problème aussi certain vis-à-vis des parents et leurs enfants. Je m'explique. Donc, avant de parler de devoir des parents, je voudrais vous énoncer une règle, celle du respect des parents-enfants. Il n'y a pas d'obligation, aussi, ça risque de vous paraître un peu surprenant, mais il n'y a pas d'obligation d'aimer ses parents. Par contre, nous sommes dans l'obligation de respecter ceux qui nous ont donné la vie et qui nous ont élevés. Cela signifie qu'on doit respecter leur histoire, on doit respecter ce qu'ils sont, on doit respecter leurs failles, leurs problèmes, leurs défauts. Et on doit reconnaître ce qu'ils nous ont transmis. On va parler maintenant des devoirs et des droits des parents envers leurs enfants. Donc lorsqu'on est titulaire de l'autorité parentale, le père et la mère, ils utilisent leurs droits, ils accomplissent leurs devoirs pour décider, en lieu et place, d'eux ou de leurs enfants qui sont mineurs. Avec comme objectif de protéger sa sécurité, sa santé, sa moralité, et d'assurer son éducation et permettre son développement. C'est le travail de base d'un parent. En matière d'autorité, le droit des parents, si étendu soit-il, n'est pas sans limite. Tout doit être fait dans le respect qui est dû à l'enfant et évidemment pour son intérêt. L'enfant maintenant sa résidence. L'enfant, il a l'obligation d'habiter avec ses parents. Tout simplement parce que ces derniers ont un droit et un devoir de garde. Ils fixent la résidence de leurs enfants. C'est eux qui s'en occupent. C'est l'un des attributs majeurs de l'autorité parentale. La loi prévoit d'ailleurs que l'enfant ne peut, sans permission du père ou de sa mère, quitter la maison familiale et il ne peut pas être retiré que dans des cas de nécessité qui sont déterminés par la loi, qu'on peut voir plus tard dans les problèmes de divorce ou autres. Et ça, c'est simplement établi par le juge aux affaires familiales. Ce que je vous dis là, c'est un article de loi du Code civil, que l'article, si vous voulez vérifier, 373-3. Donc les règles s'imposent à l'enfant, mais s'imposent aussi au tiers. L'enfant ne peut pas résider chez quelqu'un sans la permission de ses parents. Son père et sa mère peuvent l'autoriser à vivre ailleurs. Par exemple, on a des cas où on envoie les enfants en internat, en pension. Mais il s'éloigne de la résidence pour un apprentissage, pour un travail ou pour les vacances. Évidemment, bien sûr, avec le consentement des parents. Ce n'est pas l'enfant lui-même qui va dicter sa conduite et où il veut aller. Mais dans ce même contexte, l'enfant n'a pas de domicile propre. Il continue d'être attaché à celui de ses parents chez lequel il réside. En fait, les parents peuvent aller en justice et demander le concours de la police pour que l'enfant réintègre la maison familiale. La garde est aussi un devoir parental. Alors, si la garde est un droit, c'est aussi un devoir. Les parents sont tenus de loger leurs enfants. Cela peut paraître évident. En revanche, on voit malheureusement des parents qui abandonnent leurs enfants et qui les laissent livrer à eux-mêmes. L'objectif principal, c'est de protéger les mineurs. Des parents qui sont défaillants peuvent se voir retirer l'exercice de l'autorité parentale. Et dans ce cas, très grave, un tribunal pourrait retenir le délit de délaissement d'enfants. C'est une infraction qui est punie par la loi de 7 ans d'emprisonnement qui va jusqu'à 100 000 € d'amende. Il y a aussi une chose très importante qui est une obligation de surveillance. Alors, une obligation de surveillance, ça veut dire qu'il faut protéger la santé, la sécurité et la moralité d'un enfant mineur. Ça implique avant tout un devoir de surveillance de la part des parents. Les parents veillent sur leur enfant en contrôlant les allées, les venues, l'ensemble des relations, les membres de la famille, mais aussi les amis, les connaissances, sa correspondance et plus généralement l'ensemble de ses communications, courrier, téléphone, etc. Attention, je précise, il ne s'agit pas ici d'espionner son enfant, mais d'établir certaines actions pour le protéger.
Je vous donne un exemple. Si les parents voient que l'enfant commence à avoir des mauvaises fréquentations, il paraît normal qu'il ait accès à ses réseaux sociaux pour voir ce qui se passe dans le but de prévenir tout souci futur. Si vous voyez votre enfant commencer à surfer sur Internet, sur des sites pas recommandables pour des enfants qui ne sont pas majeurs, je pense que c'est tout à fait légitime à ce qu'un parent fasse le nécessaire pour empêcher son fils d'aller sur des sites où il ne devrait pas être à son âge. Ainsi, les parents peuvent interdire à leur enfant mineur d'entretenir des relations avec certaines personnes s'ils estiment qu'elles ne sont pas conformes à son intérêt. Donc maintenant, le devoir de surveillance, il est lié au droit de garde. C'est-à-dire, il permet de contrôler la vie de l'enfant sous le toit familial, mais aussi à l'extérieur. Tout ceci dans un seul et unique but, je précise bien, tout ceci pour protéger la sécurité et la moralité de l'enfant. On va prendre des cas extrêmes de maltraitance. Votre devoir de surveillance, maintenant, il va devenir évident pour vous. Le droit des parents dans ce domaine n'est absolument pas un droit absolu. L'enfant a le droit de revendiquer une certaine autonomie, ce qui est normal, et au fur et à mesure qu'il grandit, il doit être associé aux décisions qui le concernent s'il présente une maturité suffisante. Bien entendu, une relation de confiance doit se construire entre enfants et parents. C'est la base de tout. Je fais confiance à mes enfants me font confiance. Ensemble, on peut grandir. Ensemble, on peut passer les étapes difficiles de l'adolescence. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup de personnes en consultation qui viennent me voir et qui me disent « Mes enfants sont devenus ingérables, qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a un lien qui ne s'est pas créé, qui n'a pas été construit. Mais c'est un autre sujet. Le regard des parents maintenant dans l'intérêt de l'enfant. Le contrôle des parents, il s'exerce aussi dans l'intérêt de l'enfant et surtout dans le respect de ses propres droits. À ce niveau-là, la Convention internationale des droits de l'enfant, en date du 20 novembre 1989, a fixé un certain nombre de règles. Alors, qu'est-ce que contient la Convention des droits de l'enfant? Cette convention, elle comporte, entre autres, 54 articles qui vont énoncer que chaque enfant a. Alors, on va les faire rapidement. Le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, la base, une existence en quelque sorte. Le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus d'exploitation. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Le droit de ne pas faire la guerre ni la subir. Je répète, de ne pas faire la guerre ni la subir. Combien d'enfants voit-on partir à la guerre, être enrôlés de force? Le droit d'avoir un refuge, d'être secouru, d'avoir des conditions de vie décentes. Le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Vous vous rendez compte à quel point c'est important? On est obligé de le mettre dans la Convention, le droit de jouer. Et d'avoir des loisirs, chose qui nous semble évident pour nous. Mais chez certaines catégories de sociétés, dans certaines sociétés, certains enfants n'ont pas le droit de jouer. Certains enfants n'ont pas le droit aux loisirs. Certains enfants, dès l'âge de 4-5 ans, travaillent. Le droit à la liberté d'information, d'expression, de participation. Le droit d'avoir une famille, le droit d'être entouré et d'aimer. Ça aussi, il a fallu le préciser. La Convention, quant à elle, met en avant 4 principes fondamentaux concernant les enfants. Le premier, c'est la non-discrimination. L'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre, de se développer, ainsi que le respect des opinions de l'enfant. Ces 3 protocoles facultatifs ont été ajoutés au texte principal. Le premier, évidemment, il vise à protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés. On l'a bien compris. Le deuxième concerne malheureusement la vente d'enfants à des fins de travail forcé, d'adoption illégale, de dons d'organes, de toutes ces choses horribles qu'on peut voir de nos jours. La prostitution, la pornographie qui mettent en scène des enfants. La troisième définit la procédure internationale qui permet à tout enfant de déposer une plainte pour violation de ses droits directement auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Et lorsque tous les recours ont été épuisés au niveau national. Dans son article 16, elle indique que nul enfant ne fera objet d'immixtion arbitraire
ou illégale dans sa vie privée. Sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur, à sa réputation. La surveillance doit par ailleurs être adaptée à l'âge de l'enfant, à l'évolution des mœurs. Elle n'est également limitée par le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents. Certains parents vont jusqu'à couper les relations avec les anciens. Alors que les grands-parents sont là pour transmettre un savoir, pour transmettre une histoire, pour transmettre un amour. Mais c'est pas l'amour père-mère, c'est un amour différent. Ça fait aussi partie de l'apprentissage de l'enfant. Si les parents maintenant manquent à leur devoir de surveillance et que l'enfant se trouve en situation de danger, le juge des enfants peut intervenir et ordonner une mesure éducative pour venir en aide aux mineurs. Ça peut aller jusqu'au placement de l'enfant dans des familles d'accueil, dans des foyers, etc. De son côté, le juge aux affaires familiales peut aller jusqu'à retirer l'autorité parentale aux enfants. Parlons maintenant de l'éducation de l'école. Les parents ont un rôle essentiel, celui d'éduquer leur enfant. Cette mission ne se limite pas à l'inscription dans un établissement scolaire. Elle comprend aussi l'éducation morale, l'éducation civique, l'éducation religieuse, l'éducation sexuelle, enfin l'éducation de la vie en quelque sorte. L'objectif, c'est de lui apporter toutes les connaissances et l'apprentissage nécessaires pour qu'il puisse vivre en société et acquérir une autonomie, évidemment, suffisante pour le jour où il sera lui-même adulte. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple concret ? Je trouve particulièrement désolant que les enfants arrivés à l'âge de la puberté apprennent par les copains ou les copines ou sur des sites internet ou en voyant des films comment on prend du plaisir. Qu'est-ce qui se passe chez une fille lorsqu'elle arrive à avoir ses règles pour la première fois. Je pense que c'est essentiel dans la construction du couple, entre guillemets, parents-enfants, que ce soit les parents qui interviennent et qui expliquent à leurs enfants qu'est-ce qui se passe, comment ça doit se passer, comment ça doit se faire. Ça fait partie de l'éducation. C'est pas des sujets tabous du tout. Il vaut mieux que ce soit les parents qui trouvent les mots plutôt que l'enfant apprenne ça par ses copains ou en regardant des horreurs sur des sites internet. Donc en matière scolaire, la loi française, elle pose un principe. La scolarité des enfants de 6 à 16 ans est obligatoire. Les parents doivent ainsi les inscrire à l'école de leur choix, 6 ans ou plus tard, et ils gardent toutefois la possibilité de les éduquer à domicile. Bon, il y a des sanctions et des mesures éducatives possibles. Enfreindre ces règles les expose à des sanctions et à des mesures d'assistance éducative prononcées par le tribunal pour enfants. Ce dernier tribunal pour enfants intervient lorsque l'enfant est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. Il peut, par exemple, prononcer un déplacement de l'enfant, par exemple, ou l'assistance des parents par un service spécialisé, ou placer l'enfant dans une famille d'accueil, ou chez les grands-parents, etc. Le juge a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Et lorsque l'enfant grandit et qu'il désire signer un contrat d'apprentissage, il doit évidemment obtenir l'autorisation de ses parents, il n'est pas majeur. Et la formation professionnelle prolonge l'obligation scolaire. Ce que peu de gens savent. Je répète, la formation professionnelle prolonge l'obligation scolaire. Et la volonté de l'enfant dans tout ça. Évidemment, les parents sont les représentants légaux. Mais ils ont encore leur mot à dire. Ils doivent aussi tenir compte de la volonté de leur enfant qui est devenu grand. Une fois la scolarité terminée, les parents ne peuvent pas obliger à travailler ou à choisir une profession déterminée. Enseigner à l'enfant des principes de vie. Enfin, il appartient aux parents d'enseigner aux plus jeunes les respects de la loi. Je recommence. Il appartient aux parents d'enseigner aux plus jeunes le respect de la loi. Et la meilleure illustration passe par l'exemple. Je reviens sur l'éducation sexuelle. Chacun adaptera son discours à l'âge de l'enfant. Elle doit se faire de façon progressive par des informations appropriées. Quand vous avez des enfants de 3-4 ans, frères et sœurs dans la même famille, le frère et la sœur voient bien qu'au niveau du sexe, c'est pas pareil. Vous allez adopter une façon de parler qui ne sera pas la même lorsque vos enfants auront 16 ou 18 ans. Ça paraît logique pour tout le monde, mais c'est bien aussi de le préciser.
Donc en matière d'éducation religieuse, les parents peuvent décider qu'ils n'éduqueront leurs enfants que dans une religion ou que dans aucune religion, à choisir le culte dans lequel il sera élevé. Mais lorsqu'un conflit surgit entre eux, là la situation devient délicate. Prenons par exemple le cas de mariage où les pères et mères n'ont pas la même religion. S'ils sont tous les deux imprégnés de leur religion et veulent éduquer leur enfant dans leur religion, on risque d'avoir un problème. D'ailleurs, le juge lui-même ne s'aventure qu'avec de très grande prudence dans ce domaine. La foi, c'est une question d'individu. On ne peut pas imposer la foi à quelqu'un. Dès lors qu'il y a danger pour enfants, notamment par des pratiques sectaires, la position sera claire. En revanche, si le litige porte sur le choix d'une confession plutôt que d'une autre, le juge recherchera un accord parental. Si cela se révèle impossible, bien souvent, il ne va pas trancher. Cependant, je conseille vivement aux parents de tout faire pour éviter tout type de radicalisation religieuse de leur enfant. Il y a de nos jours de nombreux organismes qui peuvent vous aider dans ce domaine. Ce que je veux dire par là, c'est que la croyance des individus, c'est quelque chose d'intime. Lorsque les enfants sont élevés dans une pratique religieuse commune au père et à la mère, bien souvent ils l'adoptent. Mais lorsque les enfants sont élevés dans deux pratiques religieuses différentes, lorsque le père et la mère n'ont pas la même religion, les enfants se trouvent en fait partagés entre eux l'amour qu'ils ont pour leur père et l'amour qu'ils ont pour leur mère, et ils ne savent pas vraiment choisir. C'est là où les parents doivent avoir suffisamment de maturité pour réussir à expliquer à l'enfant comment est sa religion, le père quelle religion il pratique, la mère quelle religion il pratique, et laisser le choix à l'enfant de décider de lui-même ce qui lui convient le plus. Quitte à ce que l'enfant, lorsqu'il grandisse, décide de changer ou de devenir pas religieux du tout, ou d'adopter telle ou telle pratique religieuse. Mais je pense que c'est important de ne pas mettre ce conflit au milieu dans les relations parents-enfants. Alors maintenant, on va parler des décisions parentales en matière de santé. Dans un domaine autre, les parents décident des soins donnés à leurs enfants. C'est évident. Des traitements qu'ils vont suivre, de l'autorisation de l'admission à l'hôpital. Par exemple, votre fils doit être opéré en urgence, il est mineur, il faut donner son autorisation. C'est la même chose pour certaines vaccinations. Cette mesure de santé publique vise à éviter la propagation de la maladie contagieuse répandue chez les enfants. Pour être inscrits dans une collectivité, les crèches, etc., les enfants doivent être vaccinés, par exemple, contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite. Mais évidemment, cela tombe sur le sens et c'est une responsabilité civique. Alors, la marge d'autonomie dans tout ça. L'enfant lui-même bénéficie d'une certaine autonomie. Il doit être tenu au courant de son état de santé. Cette information donnée par le médecin porte sur les investigations, les traitements ou les actions de prévention qui sont proposées. Leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Bien entendu, les enfants reçoivent cette information d'une façon adaptée à leur âge et à leur degré de maturité. Et même si l'accord père-mère demeure nécessaire et suffisant, le médecin doit d'abord chercher le consentement de l'enfant à l'acte médical envisagé, s'il a exprimé sa volonté à participer à sa décision. Il est bien évident que si c'est une opération grave que l'on doit intervenir et que l'enfant émet un non, tout le monde comprend, je pense, c'est pas la peine de le préciser, qu'on va suivre l'avis des parents. Donc, est-ce que l'enfant maintenant peut consulter librement un médecin? C'est une bonne question. Prenons une adolescente. Elle a le droit de se faire remettre, sans avoir à informer ses parents, un contraceptif d'urgence dans une pharmacie, au planning familial ou à l'infirmerie de son école. Elle peut d'ailleurs se passer du consentement familial pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. C'est la loi. L'obligation d'entretien maintenant. Les parents ont une obligation de nourrir leurs enfants et de les entretenir.
évidemment à proportion de leurs ressources et des besoins de l'enfant. C'est un article du Code civil, c'est l'article 371-2. Cette obligation essentielle s'applique que le père ou la mère vivent séparément ou ensemble et qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. Ils doivent s'assurer, dans les limites des moyens financiers du ménage, un niveau de vie suffisant pour permettre le développement de leur enfant. Il s'agit bien évidemment de les nourrir, mais cette obligation est encore plus profonde. Les enfants doivent assumer les frais d'études et d'instruction en général, les vacances, une couverture santé, et ce, même après leur majorité. L'obligation d'entretien se poursuit jusqu'à l'indépendance financière du jeune majeur ou, tout au moins, jusqu'à la fin de ses études. Cela le plus souvent naturellement que les pères et la mère accomplissent leurs devoirs. Mais à l'occasion de séparation, lorsqu'il y a des séparations, des divorces, etc., bien souvent, ce devoir parental fait l'objet de nombreux litiges. Les enfants et l'argent. Les enfants et l'argent. Il n'est jamais trop tôt, croyez-moi, pour apprendre la valeur de l'argent et son utilisation. Dès 12 ans, généralement, les enfants peuvent avoir un livret jeune et une carte de retrait avec l'autorisation de leurs parents sous leur responsabilité. Lorsqu'ils fêtent leurs 16 ans, de nombreuses banques proposent aux jeunes enfants, avec l'accord parental, l'ouverture d'un premier compte bancaire avec une carte qui leur permet des retraits, et dans certaines banques, c'est même bien avant. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important de faire comprendre à l'enfant que la notion de l'argent, la notion de qu'est-ce qu'il peut faire avec l'argent, pour qu'il ait dans sa vie future, dans sa vie d'adulte, un comportement, on va dire, raisonnable. Alors, le conseil du coach dans tout ça. Alors, comment vous expliquer ça en tant que coach en développement personnel ? Je me suis occupé de nombreux adolescents. Bien souvent, il fallait parler aux parents et leur expliquer le pourquoi du comment de leur conduite. On arrivait à ce genre de problème avec leurs enfants. Je ne veux pas ici rejeter la faute sur les parents. Il s'agit juste de comprendre que le manque de cohérence et surtout de discussion conduit inévitablement à un conflit. Je ne peux que vous donner le conseil suivant. Parlez, discutez avec votre enfant, en famille, surtout dans le calme. Votre enfant s'énerve, votre enfant fait sa crise d'adolescence. C'est pas le moment d'entamer une discussion. Prenez-le, sortez, changez-lui les idées, reprenez votre discussion. Tout doit se faire dans le calme. L'enfant va se buter très rapidement et vous allez être confronté à un mur et il n'y a plus d'échange possible. C'est une petite partie pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, on fera la différence. Quel est le devoir des enfants vis-à-vis des parents ? Je vous dis à bientôt. Retrouvez-moi sur le site Sayek Coaching. Vous pouvez me joindre par téléphone pour un rendez-vous au 06 08 78 09 87. À bientôt.